Paris, 8e arrondissement. C'est un mardi matin quand Antoine Dubois, 48 ans, PDG d'un empire financier de 400 millions d'euros, marche vers son bureau après une réunion quand il voit quelque chose qui le paralyse. Un enfant des rues d'environ 16 ans, sale et mal habillé, qui porte au cou un collier en or avec un pendentif en forme de papillon. Exactement le même bijou qu'il avait offert à sa fille Margot pour son 13e anniversaire, avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement il y a 3 ans. Le collier que la police n'avait jamais réussi à retrouver. Ce qu'Antoine découvrira en suivant cet enfant changera sa vie à jamais et révélera une vérité bouleversante qui le mettra face au plus grand regret de son existence. Antoine Dubois ajusta sa cravate Hermès tout en marchant d'un pas décidé avenue des Champs-Élysées, au cœur du 8e arrondissement parisien. À 48 ans, il avait construit de rien un empire financier valant plus de 400 millions d'euros, devenant l'un des hommes les plus puissants de la finance française. Ce mardi matin, il sortait d'une réunion cruciale avec des investisseurs japonais pour l'expansion de sa société en Asie. Le soleil de novembre filtrait entre les façades haussmanniennes, créant des contrastes surréalistes avec le Paris moderne. Antoine aimait marcher dans les rues du centre, après les réunions importantes. C'était sa façon d'ordonner ses idées. Cependant, ces 3 dernières années, ces promenades étaient aussi devenues un moyen d'essayer d'échapper aux fantômes qui le tourmentaient. Margot, sa fille Margot, disparue dans le néant à 13 ans lors d'une journée d'école normale. Un mardi matin comme celui-ci, quand il avait supposé que la petite était allée normalement au lycée Janson de Sailly. Mais Margot n'était jamais arrivée en cours, et malgré les enquêtes exhaustives de la police, les détectives privés engagés, les récompenses offertes, elle n'avait jamais été retrouvée. La disparition de Margot avait détruit non seulement la vie d'Antoine, mais aussi son mariage avec Isabelle. Dans les mois qui suivirent, ils s'étaient accusés mutuellement, rongés par la culpabilité et le désespoir. Isabelle ne pouvait pas pardonner à Antoine d'avoir toujours été si absorbé par le travail, tandis qu'il ne pouvait pas surmonter le fait qu'Isabelle avait disputé avec Margot le soir précédant la disparition. Maintenant, Antoine vivait seul dans son penthouse de 20 millions d'euros dans le 16e arrondissement, entouré de luxe mais vidé de l'intérieur. Le succès économique avait perdu toute signification depuis le jour où Margot avait disparu. Il continuait de travailler avec la même impitoyabilité qu'auparavant, mais il était devenu un automate. Alors qu'il marchait absorbé dans ses pensées, quelque chose attira son attention à l'angle entre les Champs-Élysées et la rue du Faubourg Saint-Honoré. Un garçon assis par terre contre un mur, avec un sac à dos usé et des vêtements sales et déchirés. Ce n'était pas une scène inhabituelle pour Paris, mais ce qui fit s'arrêter Antoine net fut un détail qui lui glaça le sang dans les veines. Au cou du garçon, par-dessus un t-shirt gris troué, brillait un collier en or avec un pendentif en forme de papillon. Pas n'importe quel papillon, mais un papillon aux ailes incrustées de petits diamants et une émeraude au centre du corps. Exactement le même collier qu'Antoine avait fait réaliser sur mesure chez Cartier pour le 13e anniversaire de Margot. Une pièce unique, conçue personnellement par le directeur artistique de la maison. Antoine sentit le monde tourner autour de lui. Ses jambes devinrent de plomb tandis qu'il fixait incrédule ce collier qu'il connaissait parfaitement. C'était lui-même qui l'avait conçu, choisissant chaque détail avec Margot qui aimait les papillons parce qu'il lui rappelait la transformation de la vie. Le collier avait coûté 45 000 €, mais pour Antoine, il n'avait pas de prix. Le garçon semblait avoir 16 ou 17 ans. Il était maigre et avait le visage marqué par des griffures et des bleus. Les cheveux sombres étaient désordonnés et sales. Les vêtements semblaient ne pas avoir été changés depuis des semaines. Mais ce qui frappa le plus Antoine furent ses yeux. Malgré son jeune âge, ils avaient une profondeur et une tristesse qui trahissaient une vie de souffrance. Antoine s'approcha lentement, le cœur battant la chamade. Il ne savait pas comment aborder la situation. Si ce garçon avait le collier de Margot, n'importe quoi avait pu se passer. Peut-être l'avait-il trouvé, peut-être quelqu'un le lui avait-il donné. Ou peut-être, Antoine ne voulait même pas penser aux alternatives les plus sombres.
Le garçon leva les yeux quand il remarqua l'ombre d'Antoine. Ses yeux montrèrent immédiatement peur et méfiance, la réaction typique de ceux qui vivent dans la rue et ont appris à ne pas faire confiance aux adultes bien habillés. Antoine s'arrêta à 1 mètre de distance, essayant de paraître le moins menaçant possible. Il devait être très prudent, car s'il effrayait le garçon, il risquait de le perdre à jamais, et avec lui la seule piste de Margot qu'il avait trouvée en 3 ans. Le garçon regarda Antoine avec suspicion, serrant instinctivement le sac à dos contre sa poitrine. Il était habitué à ce genre de regard de la part des gens bien, habituellement suivis d'insultes, de menaces d'appeler la police, ou au mieux de quelques pièces jetées avec mépris. Mais l'homme en costume cravate devant lui avait une expression différente, presque vulnérable. Antoine s'agenouilla lentement pour se mettre à la hauteur du garçon, un geste qui surprit les deux. Quand un homme d'affaires millionnaire s'abaisserait-il littéralement au niveau d'un sans-abri? Le garçon révéla qu'il s'appelait Thomas, mais resta méfiant quand Antoine commença à poser des questions sur le collier. Thomas porta instinctivement une main à son cou, couvrant le bijou d'un geste protecteur. C'était la seule chose de valeur qu'il possédait, le seul souvenir tangible d'un passé qu'il avait perdu. Quand Antoine expliqua qui il était et que ce collier appartenait à sa fille disparue, le visage de Thomas changea complètement d'expression. La méfiance laissa place à un choc total, puis à quelque chose qu'Antoine ne put déchiffrer. Peur, tristesse, culpabilité. Thomas murmura le nom Margot, et à ce moment, Antoine comprit que le garçon ne connaissait pas seulement ce nom, mais la façon dont il l'avait prononcé révélait un lien profond, intime. Quand Antoine demanda où était Margot et si elle allait bien, Thomas regarda nerveusement autour de lui comme s'il cherchait une issue. Les yeux du garçon se remplirent de larmes qu'il essaya désespérément de retenir. Il n'était qu'un enfant, malgré tout ce qu'il avait traversé, et le poids de ce qu'il savait devenait trop lourd à porter seul. Il dit qu'il ne pouvait pas parler ici, que c'était trop compliqué. Antoine sentit le désespoir monter en lui. Après 3 ans d'obscurité totale, il avait enfin trouvé quelqu'un qui connaissait Margot, mais le garçon se refermait de nouveau. Il devait trouver un moyen de gagner sa confiance. Thomas regarda Antoine dans les yeux pendant un long moment, comme s'il prenait la décision la plus importante de sa vie. Puis, lentement, il hocha la tête. Il dit que si Antoine voulait vraiment savoir au sujet de Margot, il devait le suivre, mais il devait promettre que, quoi qu'il lui dise, il n'appellerait pas la police. Antoine n'hésita pas une seconde à faire cette promesse. Thomas se leva et commença à marcher, guidant Antoine à travers un labyrinthe de ruelles et d'allées que le millionnaire n'avait jamais vues auparavant, malgré le fait qu'il vive à Paris depuis 20 ans. Thomas guida Antoine dans une partie de la ville qui semblait appartenir à un monde parallèle, où les immeubles haussmanniens laissaient place à des bâtiments abandonnés et des coins oubliés. Ils arrivèrent à un ancien immeuble désaffecté dans la périphérie de Belleville, avec les fenêtres murées et les murs couverts de graffitis. L'intérieur du bâtiment avait été transformé en une sorte de refuge improvisé. Des matelas au sol, des bougies allumées, quelques objets personnels éparpillés çà et là. Antoine comprit immédiatement que Thomas n'était pas le seul à vivre ici. Il y avait des signes d'au moins 3 ou 4 personnes différentes. Thomas commença à raconter la vérité. Margot n'était pas sa sœur de sang, mais elle était la personne la plus importante de sa vie. C'était elle qui l'avait sauvé quand il avait 14 ans et vivait seul dans la rue. Antoine sentit son cœur s'accélérer quand il demanda où était Margot maintenant, mais Thomas secoua tristement la tête. Il ne le savait pas. Margot avait disparu 6 mois auparavant, évanouie comme cela arrive souvent à ceux qui vivent dans les rues. Le monde d'Antoine vacilla de nouveau. Sa fille avait survécu à la disparition initiale, avait vécu dans la rue pendant plus de 2 ans, et maintenant elle avait disparu de nouveau. Thomas alla vers un coin du refuge et ramassa une boîte en carton abîmée. Il l'ouvrit avec précaution et en sortit quelques objets. Des photos, des lettres, de petits souvenirs. Antoine reconnut immédiatement certains des objets comme appartenant à Margot. Thomas expliqua que Margot lui avait tout raconté. Ce jour-là, il y a 3 ans, elle n'était pas allée à l'école parce qu'elle avait décidé de s'enfuir de chez elle.
Elle avait dit à Thomas que ses parents se disputaient toujours, qu'elle se sentait piégée dans une famille qui ne remarquait même pas qu'elle existait. Les mots de Thomas frappèrent Antoine comme des gifles. C'était vrai, lui et Isabelle avaient traversé une période difficile précisément à cette époque. Le travail l'absorbait complètement. L'argent et le succès étaient devenus ses seules priorités, mais il pensait que Margot était trop petite pour être vraiment influencée par leurs problèmes. Thomas continua en expliquant que Margot avait dit que le soir précédent, quelque chose s'était passé qui l'avait fait se sentir définitivement invisible. Sa mère l'avait grondé durement et son père n'était même pas rentré dîner à la maison. Antoine se souvint de cette soirée. Une affaire importante avait mal tourné et il était resté au bureau jusqu'à 2 heures du matin. Il n'avait même pas appelé à la maison. Le lendemain, il était parti en voyage d'affaires et quand il était revenu, Margot avait déjà disparu. Thomas raconta comment il avait trouvé Margot cachée dans un parking souterrain 5 jours après qu'elle se soit enfuie. Elle était effrayée, affamée et avait peur de rentrer à la maison parce qu'elle pensait que ses parents étaient en colère contre elle. Thomas, qui vivait dans la rue depuis l'âge de 12 ans après la mort de ses parents, savait comment survivre et avait commencé à prendre soin de Margot. Antoine sentit les larmes lui brûler les yeux. Sa fille avait vécu dans la rue pendant 2 ans et il n'en avait rien su. Tous les détectives, toutes les recherches, tout l'argent dépensé. Et Margot avait toujours été là, à Paris, à quelques kilomètres de chez lui. Thomas sortit de la boîte une lettre écrite à la main. C'était une lettre de Margot adressée à Antoine, jamais envoyée. Avec des mains tremblantes, il la prit et lut des mots qui le détruisirent. Margot expliquait pourquoi elle était partie, comment elle se sentait comme un fantôme dans sa propre maison, comment il travaillait toujours et était toujours fatigué et en colère quand il rentrait. Antoine éclata en sanglots, 3 années de douleur retenue qui trouvaient enfin une sortie. Margot avait raison sur tout. Il s'était perdu dans le travail et l'argent avait cessé d'être un père présent bien avant qu'elle ne disparaisse. Ti sta piacendo questa storia? Lascia un like e iscriviti al canale. Ora, continuiamo con il video. Thomas expliqua que dans les années qui suivirent, ils avaient vécu dans des endroits comme celui-ci, avec d'autres enfants des rues. Margot était douée pour trouver des logements et savait parler aux gens. En 2 ans, ils avaient réussi à créer une petite famille de rue avec Léa, une fille de 15 ans, et Julien, qui en avait 17. Thomas raconta que Margot était le ciment du groupe. Elle les faisait se sentir normaux comme une vraie famille. Elle lisait des livres trouvés dans les poubelles et les leur racontait le soir. Elle voulait qu'ils continuent d'étudier, même s'ils n'allaient plus à l'école. Quand Antoine demanda ce qui s'était passé 6 mois auparavant, Thomas se tourna vers lui avec une peur profonde dans les yeux. Il expliqua que quelqu'un avait découvert où il vivait des hommes méchants qui faisaient des choses terribles aux enfants des rues. Margot s'était rendu compte qu'il les suivait et une nuit, elle avait réveillé tout le monde en criant qu'il devait s'échapper immédiatement. Antoine sentit un frisson glacé. Thomas raconta qu'ils s'étaient séparés pour les confondre. Margot avait pris la direction sud vers Montparnasse. Léa et Julien étaient allés vers le nord. Lui était resté pour contrôler qu'ils soient partis. Ce fut la dernière fois qu'il vit Margot. Thomas avait revu Léa et Julien après 1 semaine. Eux aussi cherchèrent Margot, mais personne ne savait où elle était. C'était comme si elle avait disparu dans le néant de nouveau. Antoine se leva d'un bond, l'adrénaline pompant dans ses veines. Il dit qu'ils devaient la trouver, la chercher ensemble. Il avait les moyens, les contacts, l'argent. Thomas avait la connaissance des rues. Ensemble, ils pouvaient y arriver. Thomas le regarda avec un mélange d'espoir et de scepticisme, demandant s'il voulait vraiment l'aider, même si cela signifiait entrer dans un monde qu'il ne connaissait pas, se salir les mains avec des choses que sa vie aisée ne lui avait jamais montrées. Antoine répondit que Margot était sa fille et qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Et Thomas lui avait donné ce qu'il n'avait pas réussi à lui donner. Il l'avait protégée, aimée comme un grand frère. Thomas hocha lentement la tête. Il devait commencer par Léa et Julien. Si quelqu'un savait quelque chose sur Margot, c'était eux. Mais ce ne serait pas facile de les trouver. Ils avaient appris à très bien se cacher. Antoine sortit son téléphone.
Il avait des contacts dans toute la ville, détectives privés, informateurs, gens des services sociaux. Avec leur aide et la connaissance de Thomas Desrues, il la trouverait. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Thomas sourit. C'était un sourire chargé de douleur, mais aussi d'espoir. Il dit que Margot avait toujours cru qu'un jour, son père viendrait la chercher, que quand il aurait vraiment besoin d'elle, il la trouverait. Les jours suivants furent les plus intenses de la vie d'Antoine. Il laissa l'entreprise entre les mains de son vice-président et se consacra entièrement à la recherche de Margot, avec Thomas comme guide dans le monde souterrain parisien qu'il n'avait jamais imaginé exister. Ensemble, ils visitèrent des refuges improvisés, des stations abandonnées, des bâtiments désaffectés, parlant avec des dizaines d'enfants des rues qui vivaient en marge de la société. Antoine découvrit un univers parallèle, fait de jeunes qui avaient renoncé au monde normal, où on avait été abandonnés, créant leurs propres règles de survie. Thomas se révéla précieux, non seulement par sa connaissance des lieux, mais aussi par la confiance que les autres enfants plaçaient en lui. Beaucoup d'entre eux se souvenaient de Margot avec affection et respect. Ils l'appelaient « la prof », parce qu'elle leur apprenait à lire et écrire dans les coins sombres de la ville. Le 4e jour de recherche, dans un campement en périphérie sud de Paris, ils trouvèrent enfin Léa. C'était une fille aux cheveux roux et aux yeux verts, maigre et défensive, qui initialement ne voulait pas parler avec Antoine. Ce n'est que quand Thomas lui expliqua qui il était qu'elle s'ouvrit. Léa révéla que Margot était dans de gros ennuis. Ceux qui les suivaient l'avaient prise. Il les appelait les collectionneurs. Ils prenaient des enfants des rues et les faisaient disparaître. Personne ne savait exactement ce qu'ils en faisaient, mais on disait qu'ils les vendaient. Antoine sentit son sang se glacer dans ses veines. Léa dit qu'elle avait entendu des rumeurs sur un entrepôt près du port de Marseille, mais ça pouvait être juste une rumeur, parce que ces hommes bougeaient continuellement. Elle ajouta que Julien était parti chercher Margot seul 2 semaines auparavant et n'était pas revenu. Antoine comprit immédiatement la gravité de la situation. Il ne s'agissait plus d'une simple recherche, mais d'un vrai sauvetage d'une organisation criminelle. Il prit une décision qui allait tout changer. Il emmena Thomas et Léa dans un endroit sûr, puis appela quelques contacts spéciaux. Antoine avait construit son empire financier aussi grâce à des contacts qui opéraient dans les zones grises de la légalité. Il était temps d'utiliser ces faveurs accumulées au fil des années. Dans les heures qui suivirent, il mit en marche une machine de recherche qui aurait fait envie aux services secrets. Ex-militaires, détectives privés sans scrupules, informateurs du monde criminel, tous reçurent la même consigne. Trouver Margot Dubois et la ramener vivante à la maison. Le tournant arriva après 48 heures de recherche frénétique. Un informateur confirma la présence de Margot dans un entrepôt abandonné près du port de Marseille, contrôlé par une organisation qui trafiquait des êtres humains. Mais la situation était désespérée. Le groupe se préparait à transférer les prisonniers sous 24 heures vers une destination inconnue. Antoine n'hésita pas une seconde. Il appela le meilleur spécialiste en opérations de récupération qu'il connaissait, un ancien colonel des forces spéciales qui travaillait maintenant comme contractuel privé. Il lui offrit 5 millions d'euros pour une opération de sauvetage à effectuer cette nuit même. Cette nuit-là, Antoine Dubois, PDG millionnaire qui n'avait jamais tiré un coup de pistolet de sa vie, se retrouva assis à l'arrière d'un fourgon noir, en direction du port de Marseille, vêtu d'un gilet pare-balles et le cœur battant comme un marteau-piqueur. Il était sur le point de revoir sa fille après 3 ans, si elle était encore en vie. L'opération au port de Marseille fut rapide et précise. L'équipe de l'ancien colonel avait étudié l'entrepôt pendant des heures, identifiant les gardes et les points d'accès. Quand l'assaut fut lancé, tout se termina en moins de 10 minutes. Les trafiquants furent neutralisés et 20 enfants entre 13 et 18 ans furent libérés de ce qui était essentiellement une prison. Antoine suivit Thomas à travers l'entrepôt sombre, éclairant avec une lampe de poche les visages des enfants terrorisés. Beaucoup étaient dénutris, tous étaient effrayés et confus. Puis dans un coin de l'entrepôt, Thomas s'arrêta net en murmurant le nom de Margot.
Antoine leva la lampe de poche et vit sa fille pour la première fois en 3 ans. Elle avait grandi, évidemment, mais elle avait aussi changé de façon qui dépassait le simple âge. Ses yeux, autrefois pleins d'innocence et de curiosité, montraient maintenant une profondeur et une force que seul quelqu'un qui a beaucoup souffert peut posséder. Margot regarda d'abord Thomas, puis leva les yeux vers Antoine. Pour un moment qui sembla éternel, père et fille se fixèrent en silence. Puis Margot murmura « Papa ?» et Antoine tomba à genoux à côté d'elle, les larmes coulant librement sur son visage. Margot se jeta dans ses bras, et Antoine sentit que le vide qu'il avait porté en lui pendant 3 ans commençait enfin à se remplir. Mais quand il l'embrassa, il réalisa combien elle avait changé. Elle était plus forte physiquement, mais aussi plus fragile émotionnellement. Dans les semaines qui suivirent, Antoine découvrit que ravoir Margot à la maison n'était que le début d'un voyage bien plus complexe. Sa fille avait vécu des traumatismes qui nécessitaient du temps et des soins professionnels pour être élaborés. Mais elle avait aussi développé une force et une maturité qui l'étonnaient chaque jour. Margot voulut que Thomas vienne vivre avec eux, expliquant simplement que c'était son frère, qu'il avait renoncé à sa liberté pour la protéger quand elle n'était qu'une enfant effrayée. Maintenant, il faisait partie de leur famille. Antoine n'hésita pas une seconde. Thomas fut non seulement accueilli à la maison, mais Antoine s'occupa aussi de lui faire terminer ses études. Et, quand le garçon exprima son intérêt pour le travail social, finança sa formation universitaire. 1 an plus tard, Antoine avait transformé une partie considérable de son patrimoine en une fondation dédiée à aider les mineurs des rues. Margot, malgré son jeune âge, devint la porte-parole de la fondation, racontant son histoire pour sensibiliser l'opinion publique à un problème que Paris préférait ignorer. Lors d'une conférence de presse, Margot dit qu'elle avait appris qu'il faut parfois se perdre complètement pour retrouver qui on est vraiment, et que la famille n'est pas seulement celle dans laquelle on est, mais aussi celle qu'on choisit, et qui nous choisit. Antoine regardait sa fille du fond de la salle, fier de la femme courageuse qu'elle devenait. À côté de lui se trouvait Thomas, maintenant définitivement parti de la famille Dubois, et Léa, qu'ils avaient retrouvée et aidé à reconstruire sa vie. Ce soir-là, pendant le dîner en famille, Margot sortit le collier avec le papillon, celui qui avait mené Thomas à Antoine. Elle expliqua que ce collier l'avait sauvé 2 fois. La première quand Thomas l'avait vue et avait décidé de prendre soin d'elle parce qu'il avait compris qu'elle venait d'une famille qui l'aimait. La seconde quand Antoine l'avait reconnue et avait décidé de ne pas abandonner. Antoine prit le collier entre ses mains en observant que c'était un cadeau pour une petite fille qui aimait les papillons parce qu'il représentait la transformation, sans savoir à quel point c'était prophétique. Margot sourit en expliquant que les papillons doivent passer par l'obscurité du cocon pour devenir ce qu'ils sont destinés à être. Eux aussi devaient passer par l'obscurité pour se retrouver. Antoine regarda autour de la table. Margot, Thomas, Léa et même Julien qu'ils avaient réussi à retrouver et compris que sa fille avait raison. Il avait perdu une famille et en avait retrouvé une plus grande, plus forte, unie par des liens qui dépassaient le sang. Le collier avec le papillon était retourné à sa place, au cou de Margot. Mais maintenant, il représentait quelque chose de nouveau. Non seulement l'amour d'un père pour sa fille, mais la preuve que l'amour vrai peut surmonter n'importe quelle distance, n'importe quel temps, n'importe quelle obscurité. Et que parfois, pour retrouver ce qu'on a perdu, il faut être prêt à changer complètement qui on pense être. Si cette histoire t'a ému, laisse un like. Partage dans les commentaires. Crois-tu que l'amour familial peut surmonter n'importe quel obstacle? As-tu déjà dû lutter pour reconquérir quelque chose de précieux que tu avais perdu? Abonne-toi et active les notifications pour d'autres histoires qui montrent comment il faut parfois tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Rappelle-toi, la vraie famille n'est pas seulement celle dans laquelle tu nais, mais aussi celle que tu choisis et qui te choisit. L'amour ne connaît ni distance ni temps quand il est authentique.